Aujourd'hui, je vais devoir résumer le livre L'âme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, écrit par Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila, publié en 2018. C'est un livre très explicite et bien élaboré sur les secrets du franc CFA que même les utilisateurs du franc CFA ignorent complètement. Ce résumé est particulièrement long afin de permettre à ceux qui n'ont pas le temps de lire ce livre d'avoir un aperçu quasi total du contenu de ce livre. Selon Katharina Pistor, professeure de droit à la Columbia Law School de New York, un État du XXIe siècle n'est vraiment souverain que dans la mesure où il dispose d'une monnaie souveraine. Lorsque ces colonies d'Afrique ont accédé à l'indépendance vers les années 1960, la France a réussi un tour de passe-passe redoutable. Elle a officiellement reconnu la souveraineté politique des nouveaux États tout en gardant la même mise sur leur économie grâce à une arme aussi puissante qu'invisible, leur système monétaire. Le franc CFA relie la France avec 14 États réunis en deux zones monétaires, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo d'une part, qui appartiennent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de l'autre côté, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, qui forment la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Un 15e État, l'Union des Comores, utilise un autre franc, le franc comorien, mais se retrouve relié à la France par les mêmes types d'attaches. En tout, plus de 162 millions de personnes utilisent les francs CFA et comoriens selon les chiffres des Nations Unies datant de 2015. La véritable finalité du franc CFA à sa création était en réalité de garantir le contrôle économique des territoires conquis et de faciliter le drainage de leurs richesses vers une métropole à la santé économique fragile. L'acteur central de ce système est le Trésor français qui dépend du ministère français des Finances. Et c'est par lui que transitent les opérations de change des 15 pays de la zone franc qui impliquent des achats ou des ventes de francs CFA. Nul ne sait combien de temps encore va durer cette histoire. Pour des raisons à la fois politiques, économiques et démographiques, l'avenir du franc CFA est cependant de plus en plus incertain. Chapitre 1. Une monnaie au service du pacte colonial. Tout un chacun peut créer de la monnaie, le problème est de la faire accepter, avait l'habitude de dire l'économiste américain Hyman Minsky. L'histoire nous raconte qu'avant la création du franc CFA, les Africains utilisaient divers instruments de paiement et d'échange. Exemple, les coquillages de l'océan Indien, appelés Kori, utilisés par les Touaregs et aussi par les Yoruba, un peuple actuel au Nigeria. Mais tous ces instruments de paiement ont été progressivement supprimés par des puissances impérialistes. En Côte d'Ivoire, les autorités coloniales bannissent en 1895 l'usage de la manille, un bracelet en bronze utilisé comme moyen de paiement. En tout, il n'avait pas fallu moins de 50 ans à la France de faire accepter son franc dans ses colonies africaines et le pacte colonial s'articule autour de 4 règles. 1. Les colonies ont l'interdiction de s'industrialiser, devant se contenter d'approvisionner en matières premières la métropole qui les transforme en produits finis qu'elle leur vend ensuite. 2. La métropole a le monopole sur les exportations et les importations des colonies. 3. La métropole a aussi le monopole sur le transport de produits de commerce extérieur des colonies. 4. La métropole octroie des préférences commerciales aux produits des colonies. Ce pacte colonial instaure des rapports de dépendance qui obligent les colonies à s'ajuster en permanence à la conjoncture de la métropole et aux exigences de son développement économique. Naissance du franc CFA. Le 25 décembre 1945, le franc CFA voit le jour alors qu'un nouveau système monétaire international se met en place après les accords dits de Bretton Woods signés en juillet 1944 par 44 pays. Ce régime consacre l'hégémonie des États-Unis et donne naissance à de nouvelles institutions supranationales basées à Washington, le Fonds monétaire international FMI et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qui deviendra plus tard la Banque mondiale. Dans ce système, toutes les monnaies doivent être inscrites auprès du FMI et ont désormais une parité fixe
ajustable vis-à-vis du dollar, la seule monnaie désormais convertible en or. On parle dès lors d'un régime de change fixe. Le lendemain, c'est-à-dire le 26 décembre 1945, Paris déclare la parité du franc CFA, soit 1 franc CFA égale à 1,7 francs français. Je vous rappelle qu'à cette époque de la création du franc CFA, la France, elle, utilisait encore le franc français. C'est donc ainsi que le franc CFA acquiert un statut officiel dans le système monétaire international. En passant les amis, pour mieux comprendre cette vidéo, je vais vous inviter à regarder l'autre vidéo que j'ai eu à créer sur la différence entre l'argent et la monnaie. Elle vous permettra de comprendre la suite de ces vidéos facilement. Le lien va s'afficher juste ici. Loin de marquer la fin du pacte colonial, la naissance du franc CFA permet donc de rétablir des relations commerciales très avantageuses pour la France. La création de cette nouvelle monnaie consacre aussi l'institutionnalisation d'un principe d'automaticité. Les territoires colonisés voient leur monnaie arrimée fixement à celle de la métropole, sont privés de la possibilité de réajuster la parité de cette dernière et sont obligés de subir passivement les décisions unilatérales de la métropole qui modifient la valeur externe de sa propre monnaie selon ses besoins. Les territoires d'outre-mer vont ainsi faire les frais de l'instabilité du franc français, encore connu sous le nom de franc métropolitain. Le 26 janvier 1948, ce dernier est l'objet d'une dévaluation de 44% face au dollar. Le franc CFA s'ajuste dans les mêmes proportions. Le 17 octobre 1948, nouvelle dévaluation du franc métropolitain, mais cette fois, les autorités françaises décident de changer la parité du franc CFA. Un franc CFA s'échange désormais à 2 francs français. Lors de la création du nouveau franc, qu'on appelait franc lourd, le 27 décembre 1958, la parité du franc CFA est maintenue. Par la suite, entre 1958 et 1986, la monnaie française sera dévaluée à 4 reprises, ce qui se répercutera à chaque fois sur les territoires utilisant le franc CFA. Ainsi, entre 1958 et 1994, un franc CFA s'échangeait alors à 0,02 francs français. En d'autres termes, un franc français va à 50 francs CFA. Certains des députés africains siégeant à l'Assemblée nationale française avaient bien compris que ce principe d'automaticité faisait du franc CFA une monnaie au service du pacte colonial. Au début des années 1960, la décolonisation est en marche sur le continent africain, annonçant la désintégration graduelle des empires coloniaux de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal et de leurs zones monétaires respectives. Devenant progressivement des États indépendants, les anciennes colonies africaines adoptent des monnaies nationales. La France fut la seule ex-puissance coloniale à maintenir sa zone monétaire en Afrique. Sur ce point, il faut cependant distinguer les pays d'Afrique du Nord et ceux d'Afrique subsaharienne. Les anciens protectorats, statut qui leur garantissait une certaine autonomie politique, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, obtiennent leur indépendance dès 1956 et se dotent chacun d'une monnaie nationale. Les 3 pays du Maghreb ne tardent pas à quitter la zone franque. Il en fut autrement des pays d'Afrique subsaharienne. Afin de préserver ses intérêts malgré une décolonisation qui s'annonce inévitable, Paris s'évertue à placer les dirigeants selon son choix au pouvoir et met au point un arsenal de conditions qui vont lui permettre de garder la maîtrise d'un certain nombre de secteurs stratégiques. Avant de leur octroyer l'indépendance, les autorités françaises obligent les futurs États a signé une longue liste d'accords dits de coopération. Le premier ministre français, Michel Debré, résume très clairement le principe de ces indépendances conditionnées dans une lettre adressée en juillet 1960 à son homologue gabonais Léon Mba. On donne l'indépendance à condition que l'État, une fois indépendant, s'engage à respecter les accords de coopération. L'un ne va pas sans l'autre. Au début des années 1960, les ex-colonies africaines de la France conservaient donc, à quelques exceptions près, l'usage du franc CFA grâce aux accords de coopération. Chapitre 2. Le système franc CFA. Le fonctionnement des francs CFA et comoriens repose sur des règles communes aux unions monétaires, mais s'appuie aussi sur des spécificités que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'UEMOA et la CEMAC possèdent chacune un franc différent. La première, le franc de la communauté financière africaine, et la seconde, le franc de la coopération financière en Afrique centrale. L'Union des Comores utilise, elle, le franc comorien. Dans cet ensemble, la France a un statut particulier de garant. Le fonctionnement général du système CFA repose sur 4 grands principes. Premier principe, celui de la fixité des parités.
Les francs CFA et comoriens sont rattachés ou ancrés à la monnaie française appelée monnaie d'ancrage de manière fixe. Leur valeur en monnaie française ne varie pas selon la conjoncture économique. Elle ne peut être modifiée que si les autorités politiques de la zone franc le décident. Ainsi, entre 1958 et 1994, un franc CFA a toujours valu 0,2 francs français, soit 1 franc français qui va à 50 francs CFA. Toutes les transactions financières officielles impliquant la monnaie française et le franc CFA étaient réalisées sur la base de ce taux de change. Depuis la naissance de l'euro en 1999, devenu la nouvelle monnaie d'ancrage en remplacement du franc CFA, un euro vaut, quoi qu'il arrive, 655,957 francs CFA et 491,96 francs comoriens. Lorsque la valeur externe de la monnaie d'ancrage est modifiée, celle des francs CFA et comoriens varie dans les mêmes proportions. C'est ce qui s'est passé par exemple lors de la dévaluation du franc français en 1948. Le franc ayant perdu 44% de sa valeur par rapport au dollar, il a fallu que le franc CFA baisse lui aussi de 44% afin de conserver la même parité. Le deuxième principe parle du libre transfert. Cela signifie que les transactions courantes, règlement des importations et des exportations, rapatriement des profits et des dividendes, envoi des fonds des travailleurs expatriés, etc. et les mouvements des capitaux comme les achats de titres ou des placements financiers sont libres au sein de la zone franc, c'est-à-dire entre les pays africains et entre ces derniers et la France. Ces transferts de fonds ne sont pas soumis à des restrictions en matière de change. Le troisième principe parle de la convertibilité illimitée. Ceci signifie que l'on peut échanger les francs CFA et comoriens contre de la monnaie française, francs puis euros sans restriction. Cette convertibilité illimitée est assurée par le Trésor français à travers les accords monétaires qu'il a passés avec les autorités africaines. Cette convertibilité présente la particularité de se concrétiser uniquement sous la supervision du Trésor français. En dehors de ce cadre, le franc CFA n'est pas convertible. Contrairement aux billets de dollars ou d'euros qui peuvent être échangés presque partout dans le monde, les billets de franc CFA ne peuvent l'être que dans la zone d'émission. Un ressortissant de la zone franc se rendant en France avec ses billets de francs CFA ne trouvera donc aucun bureau de change officiel où les convertir en euros ou dans une autre devise. Une touriste australienne retournant chez elle avec des billets de francs CFA ne pourra rien en faire à part les garder comme objet de collection ou les thésauriser jusqu'à son prochain voyage dans un pays de leur zone d'émission. Précisons que depuis 1993, les deux francs CFA et le franc comorien ne sont pas librement convertibles entre eux. Un Sénégalais se rendant à Yaoundé ne peut pas, une fois sur place, utiliser les billets CFA émis par la BCEAO afin d'effectuer des transactions. Le plus simple sera pour lui de changer avant de partir ses billets CFA contre des euros et de faire la même opération à Yaoundé en faisant transformer ces euros en billets CFA émis par la BEAC. Cette non-convertibilité des billets CFA crée une demande supplémentaire d'euros qui sert donc d'intermédiaire privilégié dans les échanges entre les Africains. Le quatrième principe instaure la centralisation des réserves de change. La BEAC, la BCEAO et la BCC doivent déposer une partie de leurs avoirs extérieurs en France auprès du Trésor français. Au lendemain des indépendances, il s'agissait de la totalité de leurs réserves de change hors besoin en trésorerie courante, avoirs en or et engagements vis-à-vis du FMI. Cette quantité a été ramenée à 65% au début des années 1970 et à 50% en 2007 pour la BCEAO et en 2007 pour la BEAC. Les banques centrales ont en principe la latitude de placer ailleurs l'autre moitié de leurs avoirs extérieurs, sur des comptes qu'elles auraient par exemple ouverts dans des banques hors de la zone euro. Le compte des opérations. Aujourd'hui, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque des États de l'Afrique centrale et la Banque centrale des Comores ont donc chacune un compte d'opération ouvert dans les livres, le registre comptable du Trésor français. Les comptes d'opération permettent aux trois banques centrales d'avoir un accès indirect au marché des changes, bien que leur monnaie n'y soit pas cotée. Le Trésor français fait office de bureau de change pour ces banques. Leurs transactions en devises passent par le marché des changes de Paris. La notion de centralisation des réserves de change trouve là toute sa signification. La place de Paris est incontournable pour tout achat et vente de devises autres que l'euro contre les francs CFA. Le principe étant que pour convertir les francs CFA en devises et vice-versa, il faut systématiquement passer par l'euro.
Prenons l'exemple d'une entreprise malienne X qui vend du coton pour $1 million à un client basé en Chine. Le $1 million que lui doit son acheteur va devoir transiter par le marché d'échange de Paris afin d'y être échangé contre des euros. La somme en euros est ensuite créditée sur le compte d'opération de la BCAO qui, à son tour, remet son équivalent en francs CFA à la banque de l'entreprise X. La France est le seul pays au monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie et rien que sa monnaie dans des pays politiquement libres, constatait en 1980 l'économiste camerounais Joseph Tchoundjiang Pouemi. La France se sert de son rôle présumé de garant comme prétexte et moyen de chantage vis-à-vis des ex-colonies afin de mieux les satelliser économiquement mais aussi politiquement. Toutes les fondations du système franc CFA reposent ainsi sur un enjeu de dupe. Dès lors, il n'est pas étonnant que les dirigeants du continent aient contesté le franc CFA très tôt après les indépendances. Chapitre 3. Résistance et représailles. Plusieurs pays, dont la Guinée, le Mali, le Togo, la Mauritanie et Madagascar, quittent ou tentent de quitter le dispositif, mais à chaque fois cela se passe mal. La France fait tout pour décourager les États qui cherchent à s'extraire de ce système franc CFA. Intimidation, opérations de déstabilisation et même assassinats et coups d'État jalonnent durant cette période, rappelant que les relations entre la France et ses partenaires africains reposent sur un rapport de force permanent et inégal. Premier cas, la vicieuse opération Persil contre la Guinée de Sékou Touré, 1959. À Conakry, le général Charles de Gaulle est accueilli par Ahmed Sékou Touré, député à l'Assemblée nationale française, maire de Conakry, vice-président du conseil de gouvernement guinéen. S'adressant au général de Gaulle devant ses concitoyens, Sékou Touré tient un langage sans équivoque. Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Les accords trop centralisateurs de la zone franc gênent tout particulièrement les autorités guinéennes, comme l'impossibilité imposée par Paris à leur pays de négocier seuls ces accords commerciaux. La Guinée va alors créer le 1er mars 1960, avec l'aide d'experts étrangers, la Banque de la République de Guinée BRG et lance sa propre monnaie, le franc guinéen, tout en quittant la zone franc. Cette démarche a farouchement offusqué la France. Comme le racontera quelques décennies plus tard Maurice Robert, chef de poste à Dakar puis directeur Afrique du SDECE, Service de documentation et de contre-espionnage, les Français lancent des opérations armées constituant des maquis d'opposition pour qu'ils développent un climat d'insécurité et si possible qu'ils renversent Sékou Touré. Le SDECE met aussi sur pied des attaques économiques. L'une d'entre elles, qui entre dans le cadre d'une opération de déstabilisation baptisée Persil, est particulièrement perverse. Elle consiste à fabriquer en France, dans les imprimeries du SDECE, des faux billets de banque guinéens et à les écouler en masse dans le pays. Résultat, l'économie s'écroule. Cette opération a été une véritable réussite et l'économie guinéenne, déjà bien malade, a eu du mal à s'en remettre. Bien que l'opération Persil, conjuguée à d'autres facteurs, ait abouti à une forte dépréciation du franc guinéen et à d'importantes hausses de prix des produits de base, la Guinée gardera sa monnaie qui va porter le nom de Cili entre 1972 et 1986. La Guinée restera hors de la zone franc et son économie demeurera très fragile. Deuxième cas, le Mali de Modibo Keïta se fait harakiri en 1962. Modibo Keïta regrette que le système de la zone franc ait empêché la diversification de l'économie du pays et que tous les pouvoirs de décision soient détenus par Paris. Comment promouvoir dès lors le développement économique harmonieux de la nation si l'on ne dispose pas des moyens nécessaires du puissant levier de commande que constitue la monnaie? Le Mali quitte par conséquent la zone franc en 1962. Le franc malien connaîtra une existence relativement brève. Il sera confronté à de nombreux obstacles. Il complique la donne pour les milieux d'affaires maliens et étrangers qui craignent de voir l'histoire guinéenne se répéter. Dès le lancement du franc malien, les États membres de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, ont par ailleurs pris des mesures afin notamment de limiter les échanges commerciaux avec le Mali, pays enclavé sans accès à la mer,
ce qui va concourir à déprécier sa monnaie. Le pays se retrouve rapidement en difficulté. Dès 1964, Modibo Keïta est obligé de revenir vers Paris. En 1967, le Mali réintègre la zone franc. Un compte d'opération est ouvert auprès du Trésor français. Le franc malien est dévalué de 50% et est finalement supprimé en 1984, date à laquelle le Mali rejoint l'UMOA et réadopte le franc CFA. Troisième cas, Sylvanus Olympio, président du Togo, est assassiné, 1963. Le 12 décembre 1962, le président togolais Sylvanus Olympio promulgue une loi portant création de la Banque centrale du Togo et précisant que la monnaie légale du Togo est le franc togolais. Est prévue une période transitoire qui prendra fin à la date de retrait des billets et monnaies émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Mais le franc togolais ne verra jamais le jour puisque le 13 janvier 1963, à 7h15, Sylvanus Olympio est abattu devant le portail de l'ambassade des États-Unis à Lomé par un groupe d'ex-militaires togolais ayant servi au sein de l'armée française. Un fidèle allié de la France succède à Sylvanus Olympio le 16 janvier 1963, Nicolas Grunitzky, ancien premier ministre de la République autonome du Togo et député du Togo à l'Assemblée nationale française. Lui aussi a très vite, après le coup d'État, fait part de son désir de renforcer les liens entre Lomé et Paris. Le 10 juillet 1963, 8 accords de coopération sont signés, dont un accord de coopération en matière économique, monétaire et financière, qui stipule que le Togo reste dans la zone franc et conserve le franc CFA. Quatrième cas, Madagascar veut recouvrer l'entier exercice de sa souveraineté, 1973. Didier Ratsiraka, ministre malgache des Affaires étrangères, lors des négociations sur l'avenir économique du Madagascar, déclare « Madagascar est déterminé à recouvrer l'entier exercice de sa souveraineté dans tous les domaines politiques, économiques, monnaie, défense, éducation. Les questions militaires et monétaires seront les plus difficiles à négocier. » Le 21 mai 1973, le général Gabriel Ramanantsoa, au pouvoir au Madagascar, déclare « Nous préférons rester pauvres mais dignes que nous agenouiller devant les richesses. » Comme le disait aussi le président guinéen Sékou Touré, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le 4 juin 1973, Didier Ratsiraka et Jean-François Degnaud, secrétaire d'État français chargé de la coopération, signent les accords révisés sans que la question de la monnaie n'y figure. À son retour à Madagascar, le ministre des Affaires étrangères est accueilli de manière triomphale par ses compatriotes. Le 12 juin de la même année, la Banque centrale de la République de Madagascar est créée, prenant la succession de l'Institut d'émission malgache. Le franc malgache changera de nom en 2003 pour devenir l'Ariari. Son existence ne sera jamais remise en cause malgré les périodes de forte turbulence qu'il traversera au cours des décennies suivantes. Cinquième cas, le rêve inabouti de Thomas Sankara, 1983 à 1987. Ce militaire qui va transformer profondément son pays, rebaptisé Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres, a des idées bien précises sur la question monétaire. Tout comme Sylvanus Olympio 20 ans plus tôt, Thomas Sankara ne pourra ramener son projet à terme. Il est assassiné le 15 octobre 1987. L'un des principaux suspects de ce meurtre, qui n'a encore donné lieu à aucun procès, est son successeur et ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Ce dernier, qui restera au pouvoir jusqu'en 2014, ne contestera jamais l'existence du franc CFA et entretiendra des liens très étroits avec la France. Chapitre 4. La France aux commandes. Tout en maintenant un fort ancrage au sein des instances africaines de la zone franc et au-delà, Paris prend toutes les grandes décisions concernant les francs CFA et comoriens, souvent sans même informer au préalable les États concernés. Cela fut le cas à la veille des indépendances lors de la dévaluation de décembre 1958 du franc français et lors de celle d'août 1969. Ces décisions unilatérales ont obligé les pays africains à s'ajuster afin de maintenir la parité avec le franc français et ont eu des répercussions négatives pour eux, dont une hausse du coût de la vie, surtout en ville, et un renchérissement de la dette extérieure. En 1994 se joua un scénario semblable
avec des conséquences plus dramatiques encore. Contre l'avis de la majorité des dirigeants africains, la France décida de dévaluer de 50% les francs CFA, modifiant ainsi pour la première fois en 46 ans la parité avec le franc français. Après 17 heures d'un huis clos très tendu, les dirigeants africains jettent l'éponge et le soir du 11 janvier 1994 à 20h50, le ministre camerounais des Finances Antoine Simi, encadré par Michel Roussin et Michel Camdessus, annonce aux médias qu'à partir du 12 janvier 1994 à 0 heure, un franc CFA vaudra 0,01 franc français contre 0,02 auparavant. Cela veut dire un franc français vaut désormais 100 francs CFA au lieu de 50 francs CFA comme autrefois. Le passage du franc français à l'euro, intervenu le 1er janvier 1999, est le second événement majeur qui a marqué l'histoire de la zone franc au cours des 3 dernières décennies. Comme le premier, il a été entièrement décidé et géré par Paris et tout simplement imposé aux dirigeants africains. L'ambition de la France est d'arrimer les francs CFA et comoriens à l'euro tout en restant seul aux commandes sans que ses pairs européens et l'Union européenne n'exercent un droit de regard. Les monnaies émises par la BCC, la BEAC et la BCAO ont chacune leur code monétaire respectivement KMF, XAF, XOF. Les billets de francs CFA sont fabriqués en France par l'imprimerie de la Banque de France installée à Chamalières dans le département du Puy-de-Dôme, tandis que les pièces sont façonnées dans l'usine de la monnaie de Paris située à Pessac dans le département de la Gironde. Seuls 8 des 39 pays africains qui n'appartiennent pas à la zone franc ont leur propre usine et imprimerie. Le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la République démocratique du Congo et le Soudan. On peut se demander pourquoi plus de 70 ans de coopération monétaire n'ont pas permis à une quinzaine de pays africains de disposer de la capacité de produire eux-mêmes leurs signes monétaires. Certains justifient cette situation en disant que le processus de fabrication est trop complexe pour les pays africains concernés, mais cet argument n'est clairement pas convaincant, surtout si l'on se situe sur une longue durée. Chapitre 5. Au service de la France-Afrique. Si les autorités françaises tiennent tant à conserver les commandes du dispositif franc CFA, à le maintenir intact et à éviter que les pays africains quittent la zone franc, ce n'est évidemment pas pour rien. Elles le considèrent toujours comme un outil indispensable. Il est même l'arme principale de l'État français pour assurer la continuité de la France-Afrique. Grâce à lui, la France continue d'extraire d'importantes ressources du continent africain, dont certaines matières premières stratégiques, tandis que ces entreprises obtiennent des marchés facilement et ont la possibilité de rapatrier librement en France leurs profits. La France a un accès privilégié et aisé à des ressources agricoles, forestières, minières et énergétiques. Le mécanisme du compte d'opération lui permet d'acquérir en zone franc ces matières premières dans sa propre monnaie. Prenons comme exemple de comparaison l'exemple d'un importateur japonais qui achète du coton burkinabé, un produit dont le prix est fixé en dollars. Dans ce cas, la Banque centrale du Japon ne paie pas cet argent en yens, mais doit trouver des dollars pour régler cette opération. Du côté de l'économie française, les choses se passent très différemment. La Banque de France n'a pas besoin de disposer de dollars quand un importateur français achète du coton burkinabé pour une valeur d'1 million de dollars par exemple. Par un simple jeu d'écriture, elle crédite l'équivalent en euros de ce million de dollars dans le compte d'opération de la BCAO. Ainsi, la France s'octroie un privilège. Elle paie ses importations depuis la zone franc avec sa propre monnaie, auparavant le franc et maintenant l'euro, et n'a pas besoin de passer par d'autres devises. La France reste également l'un des premiers créanciers des États de la zone, ce qui est aussi avantageux. Sur chaque prêt qu'elle accorde, elle gagne de l'argent et des moyens de pression sur ses débiteurs. Paris a par exemple beaucoup prêté à la Côte d'Ivoire entre 1970 et 2009. La France a été également l'État qui a le plus fourni des financements au Cameroun entre 1975 et 1998, lui accordant 253 prêts valant 5 035 millions de dollars, devançant largement l'Allemagne, second bailleur de fonds, avec 86 prêts pour 2 166 millions de dollars. Ces prêts étaient majoritairement liés, c'est-à-dire comportant une contrepartie. En échange des crédits obtenus, le Cameroun devait se fournir auprès de la France en biens et services. Résultat, la France était à la fois le premier créancier du Cameroun et son premier fournisseur. Grâce à ces prêts, la France ne gagne pas seulement de l'argent, elle a aussi des contrats pour ses entreprises.
Une partie des fonds octroyés sont en effet utilisés dans des projets qui profitent à des opérateurs économiques français. Bouygues, Keolis et Alstom ont ainsi obtenu le marché de la construction et de l'exploitation d'une ligne de métro à Abidjan, financée par un prêt français de 1,4 milliard d'euros accordé à la Côte d'Ivoire en 2017. Grâce au libre transfert, les sociétés européennes gardent en outre la possibilité de rapatrier vers l'Europe leurs bénéfices réalisés dans la zone franc sans restriction et de désinvestir rapidement quand la conjoncture devient défavorable. Les groupes Bolloré, Bouygues, Orange, la compagnie fruitière, Castel, Total et quelques autres profitent largement de cette précieuse option. La zone franc continue par ailleurs de fournir aux industriels de l'Hexagone des marchés sur lesquels ils se trouvent en position de fournisseurs privilégiés. Cela est dû au fait que les États africains n'ont pas été en mesure d'industrialiser leurs économies et donc de transformer leurs matières premières de façon à satisfaire leurs marchés intérieurs. Il convient de souligner que les groupes français, étant souvent en situation monopolistique dans la zone franc, réalisent des super profits. C'est pourquoi le politiste Horace Campbell a dit « Sans la richesse de l'Afrique, la France serait une puissance mineure avec autant d'influence que l'Autriche. » Les gains tirés par l'État français du dispositif franc CFA ne sont pas seulement financiers et économiques, ils sont aussi politiques. Les matières premières qu'il importe à des coûts avantageux comme l'uranium et le pétrole lui donnent en effet les moyens de tenir son rang de grande puissance. Surtout, le franc CFA procure à Paris des moyens de pression, de répression et de contrôle qui lui permettent au besoin d'aller au-delà de la sphère économique et d'orienter la trajectoire politique des 15 États africains de la zone franc. L'histoire de la Côte d'Ivoire en offre un exemple particulièrement frappant. Ce cas date de la crise politico-militaire qui a suivi le second tour de l'élection présidentielle en novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Cette crise post-électorale avait abouti à une situation inédite. Le pays s'était retrouvé avec deux présidents. Le premier, Laurent Gbagbo, président sortant, avait été reconnu réélu par le Conseil constitutionnel ivoirien et conservait donc l'effectivité du pouvoir et le contrôle de l'administration. Le second, Alassane Ouattara, était considéré comme le gagnant par la communauté internationale, mais ne régnait que sur l'hôtel d'Abidjan dans lequel il s'était installé. Souhaitant voir Alassane Ouattara accéder à la tête du pays, le président français Nicolas Sarkozy, son ami et principal soutien, actionna divers mécanismes et tout particulièrement ceux des institutions de la zone franc. L'idée des autorités françaises était de paralyser l'administration ivoirienne afin de pousser Laurent Gbagbo vers la sortie. Cela se fit en plusieurs étapes. 1. Suivant les instructions de Paris, le siège de la BCEAO commença par empêcher l'État ivoirien d'accéder aux ressources de son compte logé à la BCEAO. 2. Il fit aussi fermer les agences ivoiriennes de la BCEAO. Abidjan ayant réussi à les faire réouvrir grâce à une mesure de réquisition du personnel, la BCEAO supprima alors une application informatique afin de bloquer leur fonctionnement. 3. Le ministre français de l'économie et des finances demanda en février 2011 aux banques françaises opérant dans le pays, soit la BICICI, filiale de BNP Paribas, et la SGBCI, filiale de la Société Générale, de cesser leurs activités. 4. Dans le même temps, la BCEAO menaçait de sanctions les autres banques si elles persistaient à vouloir travailler avec le gouvernement de Laurent Gbagbo. 5. La France passa à une étape supérieure, elle mobilisa son arme invisible, le compte d'opération. Avec le concours de la BCEAO, le ministre français des Finances suspendit les opérations de paiement et de change de la Côte d'Ivoire qui devaient transiter par le compte d'opération de la BCEAO. De cette manière, les transactions commerciales et financières entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur furent bloquées. Les entreprises ivoiriennes se trouvèrent dans l'impossibilité d'exporter et d'importer. En procédant ainsi, les autorités françaises ont prouvé que le système du compte d'opération peut se transformer en un redoutable instrument répressif. La France peut, à travers lui, organiser un embargo financier terriblement efficace. Justin Koné-Katinan, le ministre du budget de Laurent Gbagbo pendant cette crise, raconta en 2013 : « J'ai vu la France-Afrique de mes yeux. J'ai vu comment nos systèmes financiers restent totalement sous domination de la France, dans l'intérêt exclusif de la France. J'ai vu qu'un seul fonctionnaire en France peut bloquer tout un pays. » Chapitre 6. Un obstacle au développement. Le système CFA inflige en réalité 4 handicaps majeurs aux pays qui lui sont soumis. 1. Un régime de change trop rigide. Selon l'économiste Jeffrey Frankel,
Il n'existe pas de régime de change qui soit bon pour tous les pays ou en tout temps. Depuis 1948, sa parité vis-à-vis de ses monnaies d'ancrage, francs français puis euros, n'a été modifiée qu'une fois lors de la dévaluation de 1994. Ce qui classe le franc CFA dans la catégorie des régimes de change vraiment fixes, selon l'expression de Jeffrey Frankel, c'est-à-dire des régimes de change trop contraignants dans lesquels la parité vis-à-vis de la monnaie d'ancrage est, de fait, fixe et non révisable. Au contraire, un régime de change flexible suscite un peu d'inflation, mais favorise une plus grande stabilité de l'activité économique. Il a une fonction d'amortisseur qui permet de réagir aux chocs et d'atténuer significativement la volatilité, c'est-à-dire les variations de la production et de l'emploi, ce que ne permet pas un régime de change fixe. Ce qui est tragique pour les pays de la zone franc, c'est que non seulement ils donnent la priorité à l'équilibre externe, mais aussi ce dernier se résume pour eux uniquement à maintenir la parité fixe. Afin de faire face à des chocs défavorables, les pays de la zone franc ont donc une seule solution. En absence de transferts budgétaires, la dévaluation interne, c'est-à-dire un ajustement des prix intérieurs qui passe par la baisse des revenus du travail et des dépenses publiques, l'augmentation des impôts et donc la baisse de l'activité économique. Deuxième problème, un ancrage problématique. À supposer que le choix d'un régime de change fixe soit justifié dans le cas des unions monétaires de la zone franc, l'ancrage à l'euro en tant que tel est pour plusieurs raisons problématique. Une appréciation de l'euro, soit une augmentation de sa valeur externe, entraîne dans les pays de la zone franc la réduction à l'international de la compétitivité prix de leurs produits manufacturés ainsi que de la contre-valeur en francs CFA de leurs recettes perdues en dollars. Dans le même temps, elle rend leurs importations meilleur marché et allège la charge de leurs dettes libellées en dollars. Elle défavorise donc les exportations et favorise les importations, ce qui contribue à détériorer la balance commerciale. 3. Des économies sous-financées, résultat d'une répression monétaire. La priorité des banques centrales est de s'assurer qu'il y a suffisamment de réserves extérieures afin de défendre la parité des francs CFA vis-à-vis de l'euro. Dans cette perspective, elles doivent limiter la création monétaire, c'est-à-dire la progression du crédit intérieur accordé aux États, aux entreprises et aux ménages. Si les réserves extérieures déclinent, elles doivent resserrer la politique de crédit en augmentant leur taux directeur et en abaissant les plafonds de refinancement. Quatrième obstacle, le mécanisme de drainage des ressources vers l'extérieur. Lorsque les secteurs économiques clés sont sous le contrôle des capitaux étrangers, ce qui est le cas dans la plupart des pays de la zone franc, le libre transfert s'apparente à un mécanisme de drainage des ressources de l'Afrique vers le reste du monde à une autorisation de piller. Ce phénomène est particulièrement observable dans les pays les mieux pourvus en ressources naturelles, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. À l'instar des autres États africains, les pays de la zone franc sont victimes des fuites de capitaux. Il s'agit là des fonds qui ont été acquis illégalement et ou qui sont acheminés à l'étranger illégalement. Ces évasions de capitaux passent par divers procédés, surtout employés par les multinationales. Fausse facturation commerciale, manipulation des prix de transfert, c'est-à-dire des prix de transaction entre les différentes entités de l'entreprise transnationale impliquée, etc. Chapitre 7. Un statu quo intenable. Plusieurs des économistes qui jugent indispensable d'aller au-delà de simples réformes du système CFA et plaident en faveur de son abolition ont bien sûr réfléchi aux alternatives à mettre en place au nouveau système monétaire à bâtir. Deux propositions les plus évoquées sont la première qui consisterait à créer une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest et une seconde qui viserait à mettre en place des monnaies nationales solidaires. Dans tous les pays où circulent les francs CFA et comoriens, le sous-développement du potentiel humain et des capacités productives est la norme. Le système CFA n'a stimulé ni l'intégration commerciale entre ses membres, ni leur développement économique, ni leur attractivité économique. Au contraire, il a privé les États concernés de la possibilité de mener une politique monétaire autonome, paralyser les dynamiques productives à travers la limitation des crédits bancaires et faciliter des saignées financières déstabilisatrices sur le plan économique et coûteuses sur le plan social. Si le franc CFA continue d'exister, en dépit du bon sens économique et politique le plus élémentaire, c'est parce que de puissants acteurs y trouvent leur compte. La zone franc contribue à maintenir un prix carré français, à réserver des marchés captifs à des entreprises françaises et à garantir à l'État français des ressources fiables d'approvisionnement en matières premières bon marché qu'il peut payer dans sa propre monnaie.
Le tout avec la complicité plus ou moins active d'élites africaines parvenues au pouvoir et ici maintenant avec le soutien de l'Élysée. L'anachronisme franc CFA survit ainsi parce qu'il satisfait à la fois les intérêts français et ceux des classes dirigeantes africaines. Voici donc un résumé vraiment détaillé du livre L'âme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Je vous invite à lire ce livre entièrement parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne pouvais pas mentionner dans cette vidéo et ce serait important pour les utilisateurs de cette monnaie franc CFA d'être pleinement au courant de ce qui se passe en coulisses. Je m'appelle André Yenger et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec des communautés africaines, avec des communautés qui utilisent le franc CFA, avec vos amis, vos familles, afin qu'ils soient au courant des mécanismes derrière l'utilisation de cette monnaie franc CFA. Félicitations à toi qui as pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Très peu de personnes le font. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo spéciale pour toi qui va te plaire. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui va s'afficher ici. On se retrouve à la prochaine vidéo pour un prochain résumé. À plus.